Pourquoi cette méthode s'appelle la méthode 1, 2, 3? Parce que souvent, quand j'étais débutant en méditation, quand j'avais 17, 18 ans, j'avais toujours peur que la moindre déglutition ou que le moindre mouvement, quand j'ouvrais les yeux, eh bien me sorte de mon état de méditation et casse en quelque sorte ma relaxation. Sauf que ce que je ne savais pas, et ce que les études en hypnose m'ont apprise, eh bien en fait c'est que quand on coupe une transe, c'est-à-dire quand on coupe un moment de relaxation, une transe hypnotique ou une transe de sophrologie ou de relaxation, eh bien ce qui se passe, c'est que on approfondit. En fait, ça s'approfondit tout seul. Pourquoi? Parce que une transe hypnotique ou un état de relaxation, ce n'est pas vous partez du point de départ, l'état d'éveil, pour aller en droite ligne dans l'état d'hypnose ou l'état de sophrologie ou de méditation. Ça marche pas comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une transe, c'est plutôt sinusoïdal. C'est-à-dire que vous partez d'un point haut, vous descendez et vous remontez un peu. Vous redescendez et remontez un peu. Et redescendez et remontez un peu. Et redescendez, etc., etc. Autrement dit, là on imagine, il faut que je calme mon mental, il faut que je médite, il faut que je me relaxe et que je me détende en faisant comme ça, et ben ça n'existe pas. Mais alors, pourquoi faire une séquence de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes? Ou plus globalement, pourquoi faire 3 séquences distinctes en faisant une petite coupure en y replongeant? Eh bien, parce que quand vous faites ça, vous utilisez un principe automatique de l'inconscient et de l'hypnose, à savoir le fractionnement de transe. Et donc, votre sinusoïde, au lieu de faire comme ça et de descendre, c'est-à-dire d'aller de plus en plus profondément dans l'état d'hypnose, sophrologie, de méditation, quand vous fragmentez une transe avec 1 minute, hop, vous descendez, vous remontez un peu, ça c'est votre point où vous arrêtez, vous ouvrez les yeux. Eh bien, ça fait un point de cassure. Et vous repartez de là, hop, vous redescendez, et ça refait ici, vous rouvrez les yeux au bout de 2 minutes, et ça refait une cassure, tac, et vous redescendez. Voilà, il y a le pied micro, donc je ne pourrais pas aller trop loin, mais l'idée, elle est complètement là. Et ça, c'est un outil qui est fréquemment utilisé par les hypnotiseurs. C'est-à-dire que plutôt que de lutter, à essayer absolument de se calmer, de calmer ses pensées, de se contraindre à être sans pensée, non. Vous pouvez faire cet exercice, ça pourrait être la méthode 1-1-1. C'est-à-dire, pendant 1 minute, vous respirez. Vous restez posé sur votre respiration et vous coupez pendant 10 secondes, 15 secondes. Vous rouvrez les yeux. Et vous recommencez pendant 1 minute. De nouveau sur la respiration. Et vous avez compris, vous recommencez encore pendant 1 minute, ou 2 minutes ou 3 minutes, peu importe. En fait, vous faites 3 séquences de respiration. Eh bien, ça, personnellement, je ne croyais pas que ce serait efficace. Sauf que c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même. Parce que à l'époque, et c'était pendant mes études en hypnose, j'avais un mental extrêmement actif. Mais quelque chose qui était, c'était presque du harcèlement. Beaucoup trop de pensées, fatigant, épuisant. Et quand j'ai essayé de pratiquer l'auto-hypnose, ben, la seule chose que j'auto-hypnotisais, c'était rien du tout. Mes pensées prenaient trop de place. Donc j'ai dû apprendre à les calmer. Et donc j'ai fait cet exercice de respiration. Concentré sur ma respiration. Quand des pensées arrivaient, je les observais et je revenais sur ma respiration. Eh bien ça a fonctionné pour moi en 4 fois. Il m'a suffi de le faire 4 fois pour que mon mental, pas seulement pendant les méditations, mais aussi dans ma vie quotidienne, s'apaise complètement et se calme véritablement. Donc, c'est pas seulement pour appliquer la méthode Feel and Heal que je vous partage ça, mais c'est aussi pour, si vous êtes dans le cas de figure d'une personne qui a énormément de pensées et qui en a assez d'avoir un mental aussi présent, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez apprendre à le canaliser et à calmer le niveau de pensée. Ça fonctionne, c'est très très efficace, et personnellement, je ne l'ai cru qu'à partir du moment où j'ai essayé. Bon, évidemment, parfois, il arrive que le mental soit vraiment trop actif en fonction des situations de vie que vous vivez, des événements ou des difficultés que vous pouvez traverser. Et là, vous aurez beau faire la méthode 1, 2, 3, ça va être difficile. Bon, on accepte ces situations parce que de toute manière, si vous traversez un moment de votre vie qui n'est pas simple, forcément, bah, il y aura beaucoup de pensées. Donc il faut aussi accepter parfois que le mental soit un peu plus actif que d'autres fois, mais globalement, si vous faites la méthode 1, 2, 3, ou encore plus globalement, si vous restez concentré sur votre respiration pendant 1 minute ou deux, idéalement 5 minutes pour les plus courageux, eh bien vous allez naturellement calmer votre mental, et du coup, la conséquence, c'est que vous allez ouvrir cet espace d'observation pour ce qui va suivre, à savoir la méthode Feel and Heal, qui est donc une méthode d'observation des sensations
corporelle. Et comme vous n'avez plus 50 000 pensées qui viennent vous embêter, l'espace d'observation étant ouvert, on va pouvoir se consacrer à ces manifestations. En méthode Phil and Hill, le mental est un outil extrêmement précieux, extrêmement utile. Souvent, on entend qu'il faut le faire taire et qu'il faut le mettre de côté, que le mental c'est l'ego, etc., etc. Rappelez-vous quand même que le mental, notre analytique, c'est le fruit de millions d'années d'évolution. Pas seulement au niveau de l'espèce humaine, mais c'est un processus qui a commencé à bien longtemps afin de devenir de plus en plus conscient. Donc c'est un outil extrêmement précieux et utile, dans la mesure où il est utilisé correctement. C'est-à-dire que le mental sera un bien piètre professeur. Comme c'est un générateur de pensées, en fait ce qui va se passer, c'est qu'il peut générer des pensées en aléatoire, vous dire tout et son contraire, et en matière d'enseignement, le mental est très mauvais. Donc on ne va pas s'y fier. Par contre, à des fins d'analyse et de description, là c'est un champion. Parce que si vous demandez à votre mental d'analyser, d'observer déjà les sensations, c'est où, c'est comment, ça fait quelle taille, etc. Et que vous lui demandez en fait de décrire ce qui se passe, là il va être super. Et cet aspect-là, on en a absolument besoin en méthode Phil and Hill. Donc, le mental, on y fait la paix avec lui, on l'aide à se calmer et on va le mettre à sa bonne place justement pour pouvoir observer et décrire ce qui se passe en nous. Passons maintenant à la suite.